Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons le réalisateur Maxime Jean-Baptiste qui vient nous présenter ses 3 courts-métrages, Nous voit, Moon-O et Écoutez le battement de nos images, co-réalisé avec sa sœur Audrey Jean-Baptiste. Maxime Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Cette année, au Festival du film d'Amiens, on a l'honneur de projeter vos 3 courts-métrages, à commencer par Nous voit, qui est sorti en 2018. Il s'agit d'un biopic engagé sur votre père, originaire de Guyane, qui était figurant dans le film Jean Galmo, Aventurier d'Alain Maline, qui est sorti en 1990. Alors tout d'abord, on va faire un petit point historique, parce que je ne sais pas si notre public connaît Jean Galmo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui il est ? Alors, Jean Galmo, c'était un Français qui, au début du XXe siècle, par un mariage, a pu acquérir des terres en fait en Guyane. À la base, il était journaliste, mais il s'est intéressé à la Guyane pour plusieurs raisons. Mais tout d'un coup, il y a eu ce mariage et il a eu des terres là-bas et qui avaient des c'était des terres qui avaient des lieux d'or en fait. Donc on pouvait extraire de l'or. Et donc il a commencé en arrivant en Guyane à se mettre dans ce business-là, dans cette affaire-là. Et donc progressivement, il s'est aussi intéressé à la terre, à la Guyane, à son histoire. Et progressivement, il est même devenu une personnalité politique. Il a eu beaucoup de pouvoir et les gens ont beaucoup apprécié sa présence en tant que, par rapport à ses idées, puisqu'il a aussi essayé de réfléchir à une manière de rendre la Guyane aussi potentiellement indépendante et aussi détachée de la France, mais comment elle pouvait subsister par elle-même. Après, avec des optiques très capitalistes aussi. C'est une indépendance très capitaliste qui voilà, est aussi très problématique. Et voilà. Et donc, en 1900, il commençait à tellement avoir ces idéaux-là qu'en fait, il dérangeait le pouvoir colonial. Et donc, en 1928, il s'est fait assassiner. Et après ça, il y a eu plein d'émeutes à Cayenne, la capitale de Guyane. Et voilà. Et des émeutes qui opposaient plusieurs partis. Et il y a eu plusieurs morts. Et voilà, c'est un peu l'histoire. Justement, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces émeutes à Cayenne et puis le procès des émeutiers de Cayenne, justement, qui a eu lieu en 1931 ? Oui, tout à fait. En fait, il y a eu ces émeutes-là et c'était tellement intense qu'ils ne savaient plus trop comment gérer ce truc-là. Et donc, ils ont fait une espèce de procès un peu à la va-vite, limite fictif, en prenant limite au hasard des gens qui étaient là dans la masse et pour faire un procès. Et donc, ils ont ramené ces personnes qui auraient déclenché les émeutes à Nantes, parce que c'était pour eux trop compliqué de faire un procès en Guyane, parce que c'était le chaos. Et donc, ils ont fait ça à Nantes. Et donc, ce procès-là a duré longtemps, et donc des personnes se sont retrouvées en prison, alors qu'en fait, elles avaient pratiquement rien fait. Et donc, il y a eu Gaston Monnerville, un avocat guyanais, qui les a défendus, les a fait sortir en 1931, du coup. Et voilà, son, son, son speech est assez intéressant qu'il fait, puisqu'il parle aussi de Nantes comme une capitale, on le sait par le passé, qui était un port négrier très important durant le commerce triangulaire. Et du coup, c'est un peu un speech métaphorique aussi. Il les sauve de manière juridique, mais il essaie aussi de faire toute une réflexion sur le passé colonial. Voilà, ça c'est un peu l'histoire. Voilà, donc ça c'était pour le petit point historique sur Jean Galmo et les émeutes à Cayenne. Et donc on parlait de ça parce que votre père a été figurant dans les années 90 sur un film qui s'appelle Jean Galmo, Aventurier d'Alain Maline. Alors le Jean Galmo Aventurier, voilà, s'affiche un peu en biopic idéaliste, montrant le député comme un libérateur du peuple guyanais plus que comme un colon. Comment et pourquoi vous êtes appuyé sur ce film pour faire votre propre film Nous voit ? En fait, ça a commencé, en fait, c'était en 2015, il y avait eu un anniversaire pour l'avocat Gaston Monnerville, et mon père, ça l'avait intéressé, donc il avait pris part à pas mal de réunions, et évidemment, il y a eu une ressortie du film Jean Galmo Aventurier. Et donc, à cette occasion, mon père, il me demandait: est-ce que tu peux me prendre des captures d'images voilà, du film pour mon souvenir et tout. Tu fais des trucs là avec les images, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Et du coup, j'ai pris des images pour lui, pour son souvenir. Et en fait, en prenant des images, c'est intéressant, je dis capture, mais
À chaque fois, j'essaie de repenser les termes aussi, parce que capture, c'est aussi c'est un terme assez violent pour moi. Euh, Comme quand on dit shooting en anglais. Tirer un film, c'est bizarre. Du coup, On dit la même chose pour tirer une balle en fait. et pour tirer une balle, en fait, Voilà, c'est comme si la caméra c'était une arme. Et pour moi, c'est très intéressant parce que c'est toute ma réflexion, d'ailleurs, sur les 3 films qui sont ici à Amiens. C'est repenser, déconstruire le cinéma, qui parfois invisibilise et, et fait mal. Et du coup, il m'a demandé de prendre une image de lui, et c'est en prenant cette image que j'ai vu tout le mécanisme du film qui me posait problème, en fait. Où je voyais mon père jouer, mais forcé de jouer une émotion, forcé de dire quelque chose. Et j'ai vu tout un cinéma français qui voulait s'approprier une histoire guyanaise, avec un langage, pour moi, un langage faux, en fait. Un langage du paraître, un langage de l'illusion, mais qui ne parle pas du tout de la réalité, en fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des manipulations sur ces images. Mais je voulais aussi que ce film se fasse avec mon père, donc on a collaboré ensemble à repenser son propre rôle, en fait. Qui il était, comment il voyait les choses. Et c'est un peu ça, pour cette raison qu'il y a beaucoup de questions à la fin du film de sa part. Justement, c'était nécessaire pour vous de travailler avec votre père sur ce film Nous Voix. C'était important parce que c'était pour moi un prétexte à avoir un espace de transmission qui, à mon sens, a été coupé, n'a pas été pris, notamment le créole aussi. Mon père ne m'a pas transmis le créole directement, mais là, c'était un peu un prétexte de me dire « Ok, je vais le faire, on va y aller ». Et donc, ça a été très fort pour moi, mais aussi des questions d'histoire et de génération. C'est-à-dire que mon père est né en Guyane, il est arrivé en France dans les années 80. Il a un rapport à la France particulier. Moi, je suis né dedans et je vois autre chose. Lui, il est toujours fasciné par la France. Moi, j'en peux plus parce que j'ai vécu différemment. Et donc, c'était aussi ce film, c'était aussi un espace pour avoir ces 2 générations-là, la première génération et la deuxième génération peut-être, en dialogue. Donc, c'était important. Ouais. Et vous parliez de réappropriation culturelle, mais je trouve que justement Nous Voix est clairement une relecture historique des 2 événements dont on a parlé, donc de la vision qui nous est donnée, qui est très idéalisée des colons, et en même temps des émeutes de Cayenne de 1928 et du procès de 31. En quoi vous vouliez questionner une autre mémoire? Une autre mémoire au sens où je pense que on a, je pense que c'est une mémoire qui n'est pas encore là ou qui a du mal aussi. euh, Tout à l'heure, on parlait de ça, que le cinéma a, un- a ce cadre et a cette violence aussi. Et du coup, il y a, à travers le cinéma, à travers plein de médiums, des fois, on a du mal à transmettre parce qu'on a tellement été habitué à la violence de ces appareils-là par rapport à nos histoires. Donc, on a peur. On n'a pas envie de tout de suite faire une mémoire comme ça. Ça met du temps. Parfois, c'est dans le secret, c'est dans le silence aussi, dans le silence. Et du coup, le film questionne cette autre mémoire, mais c'est aussi à travers l'absence aussi d'images. On aime beaucoup dans les mémoires avoir beaucoup d'images, beaucoup de mots, enfin bourrer le sens en fait, bourrer le sens des choses. Et pour moi, c'est important de laisser des espaces vides aussi, parce que c'est aussi ça notre histoire. En tout cas, l'histoire guyanaise, c'est l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire du colonialisme. Et ça commence. Il y a un terme dans le film qui dit There is too much nothing. C'est en anglais. There is too much nothing here, que j'ai repris de Derek Walcott. Il y a trop de rien ici. Et c'est ça notre réalité, c'est qu'on commence avec un vide, avec un arrachement, un déracinement. Et il faut traiter ce vide. Il ne faut pas tout de suite le remplir. Il faut laisser de l'espace. Il faut laisser la voix aussi aller au-delà de l'image. Et donc cette autre mémoire, c'est ça aussi, une mémoire qui n'est pas toujours visible, qui prend son temps, qui est dans ça. Donc, Nous Voix, c'est votre premier film qui est sorti en 2018 et il entre en résonance avec Moon O que vous avez réalisé cette année. Je pense que c'est un peu une suite Moon O de Nous Voix. On voit donc un carnaval organisé à Paris sur l'avenue des Champs-Élysées pour célébrer la sortie donc de Jean Galmo Aventurier. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce.
Donc on parlait de Moon-O qui est la suite de Nous Voix et vous parliez justement de remplir le vide pour la mémoire, mais en fait aussi pour le cinéma puisque vous n'avez rien filmé, vous avez travaillé seulement à partir d'images d'archives et justement dans Moon-O ces images c'est le montage qui compte. C'est un montage qui est un peu saccadé, qui reflète des danses. Quelle place a la chorégraphie dans votre cinéma? Merci de poser cette question. C'est vrai que c'est vraiment en continuité avec Nous Voix et c'était de penser le montage pas seulement comme une opération, de post-production après, qu'on ait fait les images, mais plutôt d'un acte en soi, créatif, enfin d'un acte et de mise en mouvement aussi et c'est vrai qu'il y a un mouvement effectivement dans Mouno, c'est ce mouvement de la parade, du groupe collectif qui avance. Mais ce mouvement-là, dans le film, il m'a toujours dérangé. Parce que au début je le voyais pas, mais progressivement j'ai vu que cette foule qui du coup, en continuité avec Nous Voix, se dirige vers le cinéma, rentre dans le cinéma pour aller voir le film Jean Galmo Aventurier. Cette foule, j'y étais, mon père y était, et c'est une foule guyanaise, mais qui est aussi, encore une fois, mise en spectacle, qui, au regard des Parisiens qui sont là, et une voix off aussi, une voix off que j'ai enlevée, mais qui disait que ça fait du bien d'avoir des couleurs sur le parterre parisien. Des formes de micro-agression, des formes de racisme que j'ai voulu retravailler. Et c'est vrai que le mouvement, pour moi, il m'intéressait, parce que pour moi, cette marche, c'est pas je la voyais pas de manière fluide, mais il y a une forme de. C'est pour ça que j'ai rendu ces images comme si elles buguaient ou qu'elles avaient du mal à avancer, qu'il y avait une forme de, de contraction musculaire en fait dans ces mouvements. Et pour moi, quand j'ai fait ce processus-là, ça me parlait beaucoup par rapport à ce que j'ai vécu dans la diaspora ici guyanaise et cette difficulté à avancer. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose effectivement de très chorégraphique dedans, pas seulement un dispositif de montage d'images, mais aussi de création de mouvements, quoi. Ouais. Les tons très rouges aussi de Moon-O m'ont donné une sensation un peu de rage. C'est ce que vous vouliez montrer? C'est ce que vous voulez faire ressentir à votre spectateur, spectatrice? Ouais, absolument. C'était important pour moi. C'était déjà un peu présent dans Nous Voix, mais je sentais qu'il fallait que j'aille beaucoup plus loin. Et donc effectivement, il y a une rage. Enfin, on va dire que ça commence par une incompréhension, et notamment cette image des deux enfants qui regardent la foule. Il y a un enfant qui est extatique, qui est très heureux, une enfant, et un autre enfant qui regarde la foule et il y a quelque chose qui va pas être tout de suite derrière. Il y a des mains qui viennent pour le sortir de sa rêverie. Et j'ai trouvé ça très violent en fait. Je me suis dit, mais cet enfant devrait juste. Enfin, on devrait lui laisser le temps de se dire que c'est pas normal qui est en train de se passer. En fait, c'est lui qui a raison. Tout autour, ils n'ont pas raison. Cet enfant a raison. Et du coup, le fait qu'on cache
cette forme de questionnement sur ce qui se passe, ça crée de la violence, ça crée de la rage, ça crée effectivement de la haine. Et pour moi, c'est une métaphore aussi de toute cette génération aussi d'enfants qui sont nés en France et qui ont vécu de parents immigrés et qui sentent qu'ils n'ont jamais pu parler, qu'ils n'ont jamais pu exprimer quelque chose. Et effectivement, voilà. Et pour moi, cette rage, elle parle de ça, mais elle parle aussi d'une réalité très concrète qui, bon, on va peut-être en venir après, mais qui est une réalité qui est celle d'une destruction du territoire à travers le projet de la Montagne d'Or, qui là, pour moi, répond aussi à cette rage qui est actuelle. C'est que ce projet minier que veut mettre en place la France actuellement va vraiment détruire le territoire. Et c'est vrai que ça crée de la rage. Justement, pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet minier qui vient d'être lancé actuellement par la France? Oui, alors c'est le projet de la Montagne d'Or. Il a plus le même nom. Évidemment, les stratégies étatiques actuelles, c'est de changer le nom des projets. Comme ça, on se dit, ah non, mais c'est un nouveau truc, mais c'est exactement la même chose. Ils savent très bien qu'à cet endroit précis, il y a un gisement d'or qui est immense. Et leur projet, c'est d'en fait de faire un trou dans l'Amazonie. Et qui ferait pratiquement la taille de 30 stades de foot, ce qui est immense. Et en fait, l'horreur, c'est qu'ils disent qu'ils vont replanter, mais on ne peut pas replanter des arbres qui ont 600, 700 ans. Et aussi, ça va polluer toute l'eau. Puisque ce trou va être fait par des explosifs en fait, de cyanide, de cyanure pardon, et d'autres produits. Et donc toute l'eau va être polluée et plein de communautés habitent sur le fleuve. Et déménager pour certaines communautés, c'est pas, ça veut dire beaucoup de choses. C'est qu'il y a des racines qui sont là, qui sont prises en charge, qui sont soignées. Et donc de quitter ça, ça peut causer la mort de beaucoup de... Et on le connaît, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu avec les Amérindiens qui finissent dans des réserves. C'est toute cette histoire-là, en fait, du territoire, d'un rapport au territoire qui est particulier, mais qu'un système colonial occidental se dit que non, ça peut être remplaçable, ça peut être capitalisé très facilement, alors qu'en fait pas du tout. Mais c'est super intéressant de parler de destruction parce que c'est exactement ce dont il s'agit dans Écouter le battement de nos images, qui est également projeté au Festival du film à Amiens cette année. Vous l'avez co-réalisé avec votre sœur, Audrey Jean-Baptiste. Et donc vous revenez sur l'histoire de votre grand-père. Il habitait à Kourou, en Guyane, et il a été délogé pour la construction du centre spatial, j'imagine à la fin des années 50, années 60 à peu près. Comment s'est passée cette première collaboration avec votre sœur et revenons justement sur le thème de la destruction et du fait de reloger des gens pour établir un projet très occidental. Tout à fait. Alors c'est pas notre grand-père, mais c'est une histoire qui nous est très proche. C'est l'histoire notamment de Christian Chocho qui nous a transmis en fait toute cette histoire, mais qui est très proche de notre père. Et c'est son grand-père. C'est un peu l'histoire de son grand-père. Et oui, effectivement, peut-être pour un peu resituer, mais ce film, à la différence des deux autres, c'était une commission du Centre national des études spatiales qui demandait à des artistes de faire un film basé sur des archives de leur, enfin à eux, qui documentait en fait la construction du Centre spatial guyanais qui est situé à Kourou. Et donc c'est principalement des films institutionnels et des films amateurs aussi. Et nous, on s'est concentré sur certains films institutionnels pour essayer de faire ce film. Mais évidemment, bon, la demande était de faire un film un peu artistique sur, on va dire, l'aventure spatiale française. Mais nous, on s'est concentré sur les expropriations qu'a mis en place le centre spatial guyanais. Et du coup, de raconter une toute autre histoire. Et effectivement, pour revenir à la question, c'est vraiment encore une fois, cette violence étatique occidentale qui arrive avec un projet dit futuriste, dit progressiste, dit plein de choses, mais qui en fait est un pur projet colonial, avec une manière de penser les choses, une manière de penser le territoire aussi. Parce qu'avant, évidemment, et le grand-père dont on parle, avant, il y avait pas on n'avait pas de papier pour dire c'est mon territoire, c'était des arrangements oraux, entre les personnes, de commun accord. Et tout d'un coup,
en 1962, ils arrivent, ils disent que vous n'avez pas de contrat, donc vous ne pouvez plus rien faire. Tout ce territoire appartient à la France et vous allez devoir bouger dans 4 mois parce que voilà. Et c'est un choc, c'est violent. Beaucoup de gens vont. Enfin, vraiment, ça va être une destruction. Des personnes vont partir dans l'alcoolisme, vont se suicider. Enfin, c'est vraiment une tragédie. Mais qui a été tellement. Ça n'a pas été parlé. Parce que, bon, les gens qui ont vécu ça, c'est difficile d'en parler. Et puis, en face, c'est un pouvoir qui est d'une immensité. C'est qu'au début, il y avait la France, et puis progressivement, il y a eu le Canada, il y a eu la Russie aussi, moins aujourd'hui. Il y a eu l'Italie. Et donc, c'est plus des millions, c'est des milliards aujourd'hui. Et donc, c'est devenu presque impossible de se battre. Mais des gens comme Christian Chouchou, Julien Chouchou sont toujours là pour raconter cette histoire. Et nous, on s'est mis vraiment au service d'eux pour vraiment parler de ces voix qui ont été invisibilisées. Et vos 3 films donc, sont constitués à partir d'images d'archives. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce processus de création ? Je trouve que aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'assez important qui, en même on parle beaucoup de mémoire, d'archives, d'exhumer des faits qui n'ont jamais été connus. Ça devient aussi un peu parfois une mode, on peut le voir, où ça revient beaucoup dans certains discours. Et parfois aussi, effectivement, des discours étatiques, officiels, la mémoire. Mais moi, c'était vraiment une lecture assez intimiste, émotionnelle de ces images, parce que ces images me parlent réellement, physiquement. Bon, Nous Voix et Mouno, c'est assez clair, puisque c'est des images aussi où je fais partie de ces images, donc j'en suis pas totalement déconnecté. Là où écouter le battement de nos images, je fais pas partie de ces images, mais ces images ont tellement participé à un imaginaire collectif, nous, en Guyane, que c'est tellement fort que, pareil, il y avait ce besoin de se dire que si on veut changer les choses, si on veut changer les récits, si on veut essayer de résister, aujourd'hui, je crois que l'image est un lieu, c'est un terrain qui est vraiment important. Justement, Vous pensez que le cinéma peut permettre de résister ? Je pense que le cinéma peut permettre de résister. Changer les choses directement, je ne sais pas. Mais ne serait-ce que tout d'abord dans un processus de faire un film, c'est déjà des manières de résister. C'est-à-dire, voilà, par exemple, pour écouter le battement des images, on a rencontré Juliana Chouchou qui nous a parlé des luttes qu'on a voulu faire connaître. Donc il y a des formes d'actes de résistance qui se font dans le fait de faire un film. Et après, effectivement, après le film tourne un peu dans plusieurs endroits, donc à chaque endroit c'est toujours différent. Mais par exemple, quand on l'a montré, alors en France, c'est jamais, on a toujours des retours un peu bizarres, mais c'est toujours intéressant. On l'a montré aux États-Unis et ça résonnait par exemple avec des expériences aussi d'expropriation. Et donc ça crée des débats. Et puis en Guyane, c'est pareil. C'est extrêmement intéressant de montrer ce film parce que ça fait libérer aussi la parole. Et des choses parfois que les gens n'avaient jamais dit parce qu'ils se disaient oh, c'est du passé. Bah non, en fait, c'est pas du passé. C'est encore là. Des gens souffrent et transmettent leur souffrance à travers des générations. Donc, je pense que le cinéma a un pouvoir de résistance. Après, faut toujours repenser au lieu spécifique où cela se produit. Merci beaucoup Maxime Jean-Baptiste. Je rappelle que pour cette 42e édition du Festival du film d'Amiens, nous projetterons vos courts-métrages Nous Voix, Moon-O et Écoutez le battement de nos images co-réalisés avec Audrey Jean-Baptiste. Notre émission touche à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM et en particulier sur YouTube. À la prochaine.